Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Cet invité est Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Alors l'actualité singulièrement européenne est très chargée, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir ce soir. Demain, le groupe Normandie, c'est-à-dire à la fois l'Allemagne, la France, l'Ukraine et la Russie, vont se retrouver à Minsk pour un sommet dont on attend beaucoup. Peut-être un plan de paix dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Faut-il y croire? Parce que le dernier sommet, il y a 3 jours, c'est pas tout à fait terminé même. Hein. Mais c'est l'objectif, c'est pour cette raison que le président de la République a pris l'initiative avec la chancelière Merkel, déjà à la fin de la semaine dernière, face à la dégradation dramatique de la situation sur le terrain, de se rendre à Kiev, puis de se rendre à Moscou, puis il y a eu de nouveau dimanche un entretien téléphonique à 4. Donc c'était des pourparlers interrompus, quoi. C'était pas terminé. Ce sont des pourparlers qui avancent. Il y a en ce moment même des représentants du ministère des Affaires étrangères et aussi des ministères des Affaires étrangères russes, ukrainiens et allemands, donc avec le ministère des Affaires étrangères français, qui sont en train de préparer cette rencontre qui aura lieu demain à Minsk et qui doit nous permettre de sortir de ce conflit, parce que le risque, c'est pas une guerre froide. C'est pas une nouvelle guerre froide, c'est la guerre tout court qui se déroule et qui a fait déjà plus de 5000 morts en Ukraine. Et ne serait-ce que depuis le début de cette année, plus de 300 morts. Et donc, il faut aujourd'hui absolument que les armes cessent de parler et que l'on revienne à la mise en œuvre de cet accord qui avait déjà été passé en septembre dernier. Les fameux accords de Minsk, déjà, justement, donc, même endroit, Biélorussie. Voilà, mettre en œuvre un vrai cessez-le-feu, retirer les armes lourdes, faire respecter la souveraineté de l'Ukraine et puis négocier le statut final des régions de l'Est de l'Ukraine, faire en sorte que ça se fasse dans le respect de la constitution ukrainienne et en même temps qu'il y ait la garantie d'une relation normale qui serait établisse entre l'Ukraine et la Russie. C'est la sécurité de l'Europe, c'est la nôtre qui est en cause et nous ne pouvons pas accepter cette escalade militaire et meurtrière à laquelle on assiste depuis plusieurs mois. Mais quel poids réel a-t-on, nous, aussi bien français qu'allemands d'ailleurs? François Hollande, ce matin, a déclaré aller à Minsk avec la ferme intention d'aboutir à un accord de paix, mais on sait bien que quand on a face à soi Vladimir Poutine, qui est un homme d'un bloc et qui dit assez peu les choses et qui parfois ne fait pas exactement ce qu'il dit, on sait bien que ça peut se terminer comme les fameux accords de Minsk il y a 3 mois, il y a 6 mois. Oui, mais il faut mettre tout le poids de la France et de l'Europe dans ce combat pour la paix. Et c'est pourquoi le président de la République ne ménage pas ses efforts. La France a une relation historique ancienne avec la Russie, une relation d'alliance. Et en même temps, la France est aussi là pour rappeler le respect du droit international. Et aussi pour assurer que l'unité européenne sera maintenue avec fermeté. C'est pourquoi nous avons adopté des sanctions et elles pourraient être renforcées. Elles ont un impact d'ailleurs sur la Russie, mais elles sont un levier pour faire revenir tout le monde à la table des discussions. Nous ne croyons pas qu'il y ait une issue militaire pour aucune des 2 parties dans ce conflit. Mais en gros, Vladimir Poutine vous dit, et dit à peu près à tous ses interlocuteurs, qu'est-ce que vous venez vous mêler de chez moi? Parce qu'il considère que l'Ukraine, c'est le berceau initial de la Russie, et que, par exemple, la Crimée était à 99% russe, et qu'une bonne partie de Donbass est russe, quand même, ou pro-russe. D'abord, je crois que le président Poutine comprend que la France et d'autres pays comme l'Allemagne, mais en particulier la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité, estiment qu'il y a une législation, un droit international avec le respect des frontières, qu'on ne peut pas régler les problèmes avec un pays voisin, même s'il peut y avoir des conflits, des contestations par la voie des armes, qu'à partir de là, pour la Russie, qui est un pays qui doit jouer un rôle important dans les grandes questions internationales. Vous savez, les questions de la stabilité du Moyen-Orient, ce qui se passe en Syrie, la question du nucléaire iranien. Des interlocuteurs utiles, notamment pour les Iraniens. Le rôle de la Syriens. Russie, oui, absolument. Voilà, c'est d'être un partenaire de la paix et pas d'être isolé. Je crois que c'est pas non plus pour la Russie elle-même une perspective durable que d'être sous un régime de sanctions avec les conséquences que ça a sur son économie, même s'il y a d'autres facteurs qui jouent, il y a la baisse du prix du pétrole, mais il faut donc que la Russie elle-même, pour être à la hauteur de ce que doit être son statut international, respecte les règles internationales. Harlem Désir, pendant ce temps-là, le président ukrainien, Poroshenko, semble jouer un peu sur les 2 tableaux, parce qu'il veut l'Europe, évidemment, pour un plan de paix,
mais il souhaite aussi jouer avec les Américains pour une livraison d'armes. Est-ce qu'il est hors de question que la France ou l'Europe, d'une manière générale, livre des armes à l'Ukraine ? C'est pas du tout la position de la France, en effet, de penser que par une livraison d'armes, en ajoutant finalement de la guerre à la guerre, on apportera une réponse à la crise entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, il y a peut-être en Ukraine, évidemment, une partie du gouvernement ou des dirigeants qui peuvent se poser cette question, mais je crois qu'eux-mêmes savent que la seule solution, c'est qu'il y ait un accord avec la Russie qui garantisse le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des frontières de l'Ukraine, et qui fasse que la Russie arrête de soutenir les séparatistes et leurs actions armées. Et donc, c'est la voie de la diplomatie qui doit permettre d'y aboutir, et je ne crois pas que des livraisons d'armes apporteraient une réponse à cette crise. Alors, deuxième sujet qui est directement dans votre giron, lui aussi, c'est le sujet grec. Jeudi, chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver à Bruxelles pour un Conseil européen. L'Union européenne se montre sceptique sur les réformes proposées par le nouveau gouvernement grec, qui a fait un petit tour en Europe, évidemment, pour essayer de satisfaire ses interlocuteurs, mais qui semble, dès qu'il revient à Athènes, toujours très ferme sur ses positions. Oui, et vous savez que la façon dont nous abordons cette situation en Grèce, c'est qu'il faut à la fois respecter le choix qui a été fait par les citoyens en Grèce, qui est celui d'un changement, qui est celui de tourner la page de politiques d'austérité, qui ont été très dures. Ce pays a subi à la fois une crise, qui a été le contre-coup de la crise financière, plus durement que d'autres, parce que ses finances publiques étaient en plus mauvais état et que sa compétitivité était très dégradée, parce qu'il avait été très mal géré, parce qu'il y avait d'énormes problèmes de corruption, de mauvais fonctionnement de l'administration. Mais s'y est ajouté une politique d'austérité qui, en fait, n'a pas permis de régler le problème de la dette, puisque ça a aggravé la crise économique, la récession. Et donc aujourd'hui, la dette en Grèce est de 175% du PIB, mais c'est parce que le PIB lui-même a reculé de 25%. Donc il faut aujourd'hui discuter avec la Grèce d'une nouvelle stratégie qui corresponde à la fois à ce choix qui a été fait par le peuple grec, mais qui est aussi le choix de rester dans l'euro. Et donc, le deuxième grand principe qu'il faut respecter, c'est celui des règles de fonctionnement de la zone euro. Donc nous disons, il faut finalement, en Grèce, il faut sortir de l'austérité, mais rester dans l'euro. Et donc, nous abordons la discussion avec nos partenaires européens et la Grèce autour de trois principes qui sont la solidarité, la responsabilité et l'unité européenne. Et c'est dans cet état d'esprit, effectivement, que la Grèce va discuter avec les autres pays de l'Union européenne. L'unité européenne, c'est peut-être le plus difficile parce que Berlin est sur une ligne plus dure que Paris. Berlin refuse qu'Athènes bénéficie d'une rallonge financière sans contrepartie de discipline budgétaire. On peut dire que la France a une position un peu plus flexible ou moins rigide. Mais c'est pour ça que j'ai souligné la nécessité de l'unité européenne, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que les différents pays de l'Union européenne soient opposés les uns aux autres. Et même la Grèce ne doit pas, de ce point de vue, être vue comme une espèce de tierce partie. En fait, il y a aujourd'hui 19 pays qui sont dans la zone monétaire commune. Il y en a un qui est dans une situation de crise encore très très profonde. Et c'est ensemble qu'on doit l'aider à retrouver un chemin de croissance et donc qui lui permettra aussi de respecter ses engagements, y compris en matière de désendettement. Harlem Désir, il y a un troisième sujet qui vous intéresse directement, qui nous intéresse aussi, puisque vous arrivez tout juste là, il y a quelques minutes de Bruxelles, où se tenait une réunion sur la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a là, sur ce sujet-là, un consensus européen ? Parce qu'il y a le sujet sur lequel on va peut-être revenir, de ce qu'on appelle le PNR, c'est-à-dire les données personnelles des passagers. Oui, il y a un consensus européen très fort à la réunion d'où je reviens, celle qui était le rassemblement des 28 gouvernements et qui prépare le sommet des chefs d'État et de gouvernement jeudi, qui adoptera une feuille de route commune de l'Europe sur la lutte contre le terrorisme autour de trois grands objectifs. L'un, c'est la sécurité. Il faut que nous renforcions la coopération policière, judiciaire, entre les services de renseignement, bien sûr, mais aussi effectivement dans la surveillance des trajets aériens de ceux qui tentent de rejoindre des zones de conflit ou d'en revenir, les combattants étrangers. Il y a un débat avec le Parlement européen, mais je crois que nous allons trouver l'issue. C'est absolument pour l'instant, le Parlement ne veut pas donner ces fameuses... Le Parlement, traditionnellement, n'était pas favorable parce qu'il a la préoccupation de protéger les libertés, c'est-à-dire les données personnelles
des citoyens qui prennent l'avion. Mais je crois qu'on peut parce qu'il y a des erreurs aussi de temps en temps sur ces fameuses PNR. Parce qu'il y avait la crainte du type d'utilisation qui en a été faite ailleurs, notamment aux États-Unis, après le 11 septembre. Nous sommes tout à fait prêts à donner les garanties sur le fait que, évidemment, ces données ne sont utilisées que pour la lutte contre le terrorisme, contre la criminalité grave, contre les trafics, par exemple, d'armes, et pas à des fins de fichage d'opinion. C'est absolument évident. Et je crois que le Parlement européen est en train d'évoluer parce que Bernard Cazeneuve, moi-même, nous sommes allés à la rencontre des responsables du Parlement européen et que la solidarité européenne qui s'est exprimée après les attentats, qui a été très importante, très forte, on a vu les leaders dans la rue avec les Français, avec le président de la République le 11 janvier, elle doit se traduire en action aujourd'hui. Nous devons être unis face au terrorisme, unis aussi dans la défense de nos valeurs fondamentales. Nous devons aussi ensemble lutter sur Internet contre le discours de radicalisation, contre la façon dont on propage la haine, parce que finalement c'est ça qu'ont cherché les terroristes, nous intimider, nous diviser, et donc nous devons être très forts à la fois dans la réponse en matière de protection de nos citoyens et de défense de nos valeurs, de liberté d'expression, de tolérance, de vivre ensemble, de lutte contre l'antisémitisme et aussi contre le racisme. Dernière question, Harlem Désir, quand vous êtes arrivé au Quai d'Orsay, donc comme secrétaire d'État aux Affaires européennes, vous étiez attendu avec des baïonnettes un peu partout, dans la presse, voilà, les gens se disent mais qu'est-ce qu'il y connaît, etc. Mais pas par mes collègues européens, ministres des Affaires européennes. Ils vous ont bien accueilli. Mais non seulement ils m'ont bien accueilli, mais je les ai retrouvés puisque beaucoup d'entre eux avaient été mes collègues comme parlementaires européens auparavant, où ils étaient déjà ministre des Affaires européennes quand j'étais parlementaire européen. Et pour moi, c'est un engagement de très très longue date. Et vous vous sentez bien dans lequel je me sens pleinement dans votre investi. costume de ministre. Merci beaucoup, Harlem Désir. Il est 19h25 sur Radio Classique. Dans un instant, 24 heures du monde, l'actualité internationale.